Bonjour à tous, je suis Mathieu Moi, je suis ici pour vous parler d'agilité, de méthode agile. Donc l'agilité, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. J'ai commencé à m'y intéresser il y a une dizaine d'années. J'ai essayé de me former un peu à tout ça. Donc j'ai suivi une formation sur Scrum, j'ai lu quelques bouquins. Et puis surtout, j'ai essayé d'aller parler à des gens. Donc j'ai traîné dans un certain nombre de rencontres agiles, conférences agiles, etc. Alors pour la petite histoire, parmi les gens que j'ai rencontrés, il y a un coach agile à qui j'ai montré mes transparents. Et donc voilà son retour par mail, hein, je vous laisse lire. Voilà, il y va pas avec le dos de la cuillère. Pour quelqu'un qui essayait de se comporter en professionnel, j'aurais pas forcément écrit ça dans un mail à quelqu'un avec qui j'ai pas l'habitude de bosser, mais soit. Qu'est-ce qu'on en retient? On en retient qu'il n'y a pas de vérité absolue. Si vous demandez à deux personnes une définition de l'agilité, vous aurez probablement deux définitions différentes. Donc voilà, j'ai écrit des choses dans mes slides, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Je vous invite bien sûr à croiser les sources et à aller vous renseigner sur d'autres gens qui font de l'agilité, qui la font pas forcément de la même façon que moi, qui l'expliqueront pas forcément de la même façon que moi, pour essayer de corriger les conneries qu'il y a forcément dans mes transparents. Voilà, je reconnais ceci dit bien aisément que l'agilité c'est quelque chose de super vaste et faire une présentation aussi courte en essayant de couvrir un petit peu tout ce que c'est que l'agilité, il y a forcément un certain nombre de raccourcis qui sont assez cavaliers de ma part. Voilà, donc au programme aujourd'hui, quelques généralités sur l'agilité et les méthodes agiles. On parlera ensuite de Scrum, qui est une méthode agile, qui est probablement la plus populaire aujourd'hui en entreprise. Euh, on parlera un petit peu d'autres méthodes, de l'évolution au fil des années, de la popularité des méthodes et des manières dont c'est appliqué, avant une petite conclusion. Donc première chose, avant de vous raconter les solutions apportées par l'agilité, on va essayer de reparler des problèmes. Les problèmes, j'en ai déjà pas mal parlé pendant la séance d'introduction, hein. Donc le niveau zéro de management project, c'est je fais rien, je code, quand ça marche pas, je corrige. C'est quelque chose qui marche relativement bien quand on marche tout seul, quand on travaille tout seul, hein. Et en particulier les gens qui sont compétents en programmation, en général, s'ils travaillent tout seuls, ils n'ont pas besoin de beaucoup de gestion de projet. Par contre, juste je code quand j'ai une idée et je corrige quand je trouve des bugs, ça vous permet pas de faire un planning, par exemple. Donc si vous avez un client que vous devez facturer, ça va être assez difficile de dire au client, je pense que je vais faire une release à telle date qui va contenir telle fonctionnalité et de mettre en place une facturation appropriée. Un autre souci assez classique, c'est qu'est-ce qui se passe quand un développeur quitte une équipe. Si on n'a pas de bonne organisation, un développeur qui quitte une équipe, typiquement le développeur il est probablement le seul à être capable d'intervenir sur certains sous-systèmes et il y a des parties du projet qui ne vont plus être maintenables après le départ d'un des développeurs. Donc il va y avoir plusieurs réponses à ça. L'agilité, c'est une réponse en particulier à ce problème-là, mais à plein d'autres. On a parlé aussi de reproductibilité des workflows. C'est pas parce que vous êtes capable de faire quelque chose aujourd'hui que demain, dans un autre contexte, vous serez capable de le refaire. Donc la réponse, alors je vais beaucoup caricaturer ici. On va dire, pour simplifier, dans cet exposé, il y a le management traditionnel et le management agile. C'est deux façons différentes. En réalité, en pratique, il y a un continuum complet entre l'agilité et les méthodes traditionnelles. Donc, je vais beaucoup cogner sur les méthodes traditionnelles de gestion de projet. Euh, c'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il fait du cycle en V qu'il fait automatiquement tous les stéréotypes que je vais lister dans ce transparent-là. Mais disons qu'en s'autorisant quelques raccourcis cavaliers et des stéréotypes, la gestion de projet traditionnelle, c'est essayer de rationaliser les choses, essayer de mesurer les choses, essayer de prévoir les choses, de les documenter le plus possible. Donc c'est typiquement le cycle en V dont on a déjà parlé pendant l'introduction du cours. Et un principe très simple, c'est dire ce que vous faites, faites ce que vous dites. Donc, dire ce que vous faites quand on a quelque chose dans le process, on le documente et on a une documentation qui dit voilà quand on écrit une ligne de code, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et ensuite, faites ce que vous dites, c'est-à-dire que si c'est marqué dans la doc, on va effectivement essayer de faire ce qui est marqué dans la doc. C'est une réponse, entre autres, à la question que se passe-t-il quand un développeur quitte le projet. Si on embauche quelqu'un d'autre, le quelqu'un d'autre, il va arriver, il va lire la doc, il va faire comme c'est écrit dans la doc, et normalement, tout va bien se passer. Euh, à partir du moment où on a bien rationalisé, on a tout spécifié, on a mesuré la quantité de travail pour chaque tâche, on a fait un planning, on a fait par exemple un diagramme de Gantt, euh, le planning devrait être facile, toutes les spécifications, toutes les métriques sont là, et puis on a l'expérience des précédents projets où on a tout mesuré, où on a tout documenté, et on a les restes de tout ça. Euh,
Et puis donc c'est reproductible puisqu'il suffit de lire les procédures. Donc ça c'est évidemment dans un monde idéal, ça devrait se passer comme ça, mais c'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça. Euh, les métriques, c'est sympa les métriques. Une métrique classique, c'est le nombre de personnes mois qu'il va falloir pour développer quelque chose. Donc une personne mois, c'est une personne pendant un mois. Deux personnes mois, c'est soit deux personnes pendant un mois, soit une personne pendant 2 mois. Et donc ça, c'est une unité de quantité de travail qui est directement reliée au coût du logiciel, puisqu'au final, quand vous multipliez par le salaire, vous allez avoir le coût en termes de masse salariale. Euh, Par contre, du moment où on a des métriques, on est tenté de faire des calculs un peu naïfs. Typiquement, vous avez un projet que vous avez estimé à 20 personnes jour. Si vous voulez que ce soit prêt après-demain, il suffit pas de mettre 10 personnes sur le projet et d'espérer que les 10 personnes vont abattre le travail en 2 jours. En pratique, il y a un optimum de taille d'équipe, et si on essaye de rajouter plus de monde dans une équipe, en général, on va faire augmenter le nombre d'hommes mois, puisqu'on va faire augmenter l'overhead de synchronisation entre les gens. Et vraiment, si je vous donne une équipe de 100 personnes pendant une journée, c'est pas du tout la même chose qu'une équipe de une personne pendant 100 jours. Voilà, donc la petite blague, c'est avec 9 femmes enceintes, est-ce qu'on arrive à faire un bébé en un mois? Probablement pas. On a parlé de planning. Faire un planning très détaillé, c'est facile si on a tout bien prévu à l'avance. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment la meilleure option de suivre le planning si le client change d'avis? Pas forcément. Écrire de la documentation, c'est bien. Écrire trop de documentation, au bout d'un moment, ça tue la documentation. On parle du nouveau développeur qui arrive. Le nouveau développeur, si vous lui donnez 3 documentations de 1000 pages chacune et que vous lui dites lis ça et puis tu reviendras me voir quand tu as fini et tu pourras commencer à coder, en général, le développeur il va pas avoir envie de les lire les docs. Par ailleurs, même les gens qui écrivent les docs, à partir du moment où les docs sont trop volumineuses, en général, les gens, ils ont juste la flemme de mettre à jour les documentations. Donc quand il y a des choses qui changent dans le process, on a du mal à documenter ces changements. Du coup, bah, automatiquement, la documentation, elle est trop grosse et elle n'est pas à jour parce qu'elle est trop grosse, parce que c'est pénible à maintenir. Et du coup, bah, on empire encore le scénario du petit nouveau qui arrive. On lui dit, bah tiens, lis ça, mais en fait, de toute façon, on t'expliquera après, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Et à partir du moment où vous êtes rentré dans ce cycle infernal, bah, c'est clair que la documentation, elle n'est pas à jour, donc personne la lit, donc du coup, personne va la mettre à jour, puisque ça sert à rien, puisque personne la lit. Voilà. Et puis bah, comment est-ce qu'on s'améliore? Quand on a documenté tout ce qu'on faisait et que par construction, c'est compliqué de changer, qu'est-ce qui se passe si en fait notre organisation, c'est pas la bonne? Qu'est-ce qui se passe si on a une organisation qui est sous-optimale? Comment on fait pour la changer? Et du coup, le management de projet traditionnel, il a tendance à freiner le changement. Et du coup, alors l'intérêt, c'est que ça évite de régresser. L'inconvénient, c'est que c'est difficile de progresser. Je rappelle le petit disclaimer, attention, je stéréotype à mort. Donc le projet traditionnel, on l'a mis d'un côté et on l'a stéréotypé, puis on va stéréotyper aussi beaucoup le côté méthode agile. Et évidemment, je vous laisse choisir le juste milieu entre les deux dans la vraie vie, hein. Donc l'agilité, c'est pour beaucoup de choses, c'est l'inverse de ce que j'ai mis sur le slide précédent. Si les spécifications sont cassées, et bah du coup ça veut dire qu'il faut changer les spécifications pour les réparer. Faire des specs, en fait c'est dur. Discuter avec un client et espérer que le client il va réussir à se mettre d'accord avec le développeur hein, sur une spécification précise, en général c'est illusoire. Donc discuter des spécifications c'est dur, discuter sur un prototype c'est beaucoup plus facile. L'utilisateur, si je lui montre un truc qui n'est pas forcément fini, je lui fais une démo, je lui dis voilà comment on utilise mon logiciel, il n'est pas fini, ça ce bouton là on peut pas encore cliquer dessus, ça on peut pas encore faire, mais il peut déjà dire ah mais ça me plaît bien, par contre ça me plaît pas du tout. Et du coup on peut itérer sur ce prototype jusqu'à avoir une version finale. Il y a un principe très simple, alors qui date de bien avant le mouvement des méthodes agiles. Release early, release often. C'est Eric Raymond qui a écrit ça, qui est une des grandes personnalités du monde du logiciel libre. Il a écrit ça dans un livre qui s'appelle La cathédrale et le bazar, qui résume aussi un petit peu le côté management traditionnel contre management agile. Alors c'est pas exactement avec le même mot, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a deux façons de construire un logiciel. Soit on construit comme une cathédrale, hein, c'est-à-dire on fait des plans super détaillés, et puis ensuite on exécute exactement le plan. Soit c'est le mode bazar, hein, où chacun vient avec ce qu'il a, et puis chacun apporte sa petite contribution, et puis on voit comment les choses évoluent, mais ça évolue pas forcément comme c'était prévu au départ. Et donc évidemment, le modèle cathédrale de Eric Raymond, c'est à peu près le management traditionnel dans mon exposé, et le mode bazar, il est très fortement lié au mode agile.
Euh, un autre problème, c'est que la gestion de projet, ça prend du temps. Si vous prenez un développeur et que vous lui demandez de passer 50% de son temps à documenter ce qu'il fait, 50% de son temps à coder, peut-être que c'est une bonne idée, parce que peut-être que les 50% de son temps qu'il passe à documenter ses procédures et à faire de la gestion de projet, ça lui fait gagner du temps sur le reste. Peut-être que c'est juste 50% de temps de perdu, peut-être qu'on pourrait faire moins. Donc on a eu à une époque une tendance à avoir beaucoup de procédures de gestion de projet assez lourdes, et l'agilité, c'est un peu un retour là-dessus pour dire s'il y a plus de coûts que de bénéfices, eh ben, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Donc faire un diagramme de Gantt super détaillé, diagramme de Gantt c'est une façon de faire un planning, hein, ça a du bénéfice, mais le coût est souvent plus élevé que le bénéfice, donc bah, peut-être qu'il vaut mieux pas le faire. Autre chose, c'est que les développeurs sont importants. Les développeurs, au final, c'est eux qui font le boulot, c'est pas le chef de projet. Donc, il faut valoriser leur travail et il faut leur donner un pouvoir de décision. Le développeur, en général, il est compétent. On estime en tout cas et on suppose qu'il est compétent dans le monde de l'agilité. Et s'il n'est pas compétent, il faut le faire monter en compétence. Et du coup, prendre une décision technique, la meilleure personne pour le faire, c'est le développeur. Alors, il y a une partie des principes qui sont derrière les méthodes agiles qui ont été formalisés dans un document qui s'appelle le Manifeste des méthodes agiles, qui est toujours disponible sur agilemanifesto.org. Et donc, qui dit essentiellement, on cherche les meilleurs moyens de développer du logiciel, et à travers cette recherche, on en est arrivé aux conclusions qu'il valait mieux valoriser d'un côté les individus et leurs interactions plutôt que les process et les outils. Il vaut mieux valoriser le logiciel qui marche plutôt que la documentation complète. Et puis, il vaut mieux valoriser une collaboration durable avec le client plutôt qu'une négociation de contrat sur lequel on n'essaiera pas forcément d'avoir une collaboration sur la durée. On a déjà pas mal parlé de réponse au changement, et donc, sans grande surprise, dans le manifeste des méthodes agiles, on vous dit qu'il vaut mieux valoriser la réponse au changement par rapport à suivre un plan. Une petite phrase que certains oublient, mais qui est marquée noir sur blanc depuis presque 20 ans sur ce site. Attention, il y a de la valeur dans les éléments qui sont à droite, les process, les outils, la documentation, les contrats, les plannings, c'est des choses qui ont de la valeur, mais par contre, ce que disent les méthodes agiles, c'est qu'on trouve qu'il y a plus de valeur dans les éléments qui sont à gauche. Une petite analogie, le management de projet traditionnel, c'est un peu un jeu d'échecs. Le management de projet agile, c'est un peu un jeu de cartes. Le jeu d'échecs, bah, tout est disponible. Si vous voulez voir ce qui se passe, vous avez qu'à regarder sur l'échiquier. S'il y a un développeur qui quitte l'équipe, s'il y a un joueur qui quitte la partie d'échecs et qui se fait remplacer par quelqu'un d'autre, bah, la personne qui arrive a exactement les mêmes infos que le prédécesseur. Alors, on n'a pas forcément tous les détails de tactique sur ce qui était prévu, mais peut tout à fait, au moins en théorie, continuer la partie exactement dans les mêmes conditions. Une partie d'échecs, ça a un début, une fin, la gestion du temps se fait sur l'ensemble de la partie. Le jeu de cartes, bah, on va faire plusieurs tours. Chacun joue sa carte, on donne les cartes à celui qui a gagné, on recommence, etc. Et si vous avez quelqu'un qui quitte une partie de cartes et puis qui revient et qui se fait remplacer par quelqu'un d'autre, bah, le quelqu'un d'autre, il lui manque de l'information pour pouvoir continuer. En termes de gestion du temps, donc le projet traditionnel, on a un début, une fin, et le but, ça va être de planifier ce qui se passe entre le début et la fin, mais pas forcément de chercher à découper le temps en plusieurs itérations plus fines. En bas ici, on a l'outil qui est assez emblématique des méthodes traditionnelles, qui est le diagramme de Gantt. Donc le principe du diagramme de Gantt, vous avez ici les jours et les semaines, et puis ici vous avez les tâches, et donc la tâche numéro 1 ici, elle va démarrer le lundi de la première semaine, elle va se terminer le vendredi de la première semaine, et puis il y a une dépendance entre cette tâche et la tâche suivante, donc on ne pourra pas démarrer cette tâche tant qu'on n'aura pas terminé celle-là. Et puis bah, du coup le diagramme de Gantt vous donne le parallélisme. On sait que ici on va avoir deux tâches qui sont en cours le vendredi de la première semaine, et puis si on a bien travaillé, on a la date de fin ici qui est prévisible avec ce diagramme. Côté agilité, l'idée c'est déjà la notion de fin, elle n'existe pas forcément. Un projet, on sait quand il démarre, on va avancer, mais on va pas forcément chercher à terminer les choses. On va chercher à avoir quelque chose qui est utilisable en permanence. Et donc la fin, c'est quand on a décidé d'arrêter. Typiquement, une bonne collaboration client en méthode agile, le client peut n'importe quand dire bah, je suis content et du coup je choisis de m'arrêter là.
Du coup, ça passe par un découpage du temps en itérations. Alors, selon les méthodes, la notion d'itération, elle n'existe pas forcément, elle n'est pas forcément présente sous cette forme-là. Mais typiquement, quand on parle de la méthode Scrum, on a des itérations qui font à peu près une semaine selon les équipes. On a des équipes qui visent des itérations d'une semaine, d'autres plutôt 15 jours, 3 semaines, des fois un mois. Et l'idée, c'est que le temps, c'est une succession infinie d'itérations comme ça, où on va à chaque fois décider ce qu'on fait dans l'itération, le faire, et puis faire une rétrospective à la fin. L'outil emblématique de l'agilité, c'est le post-it. Donc ce que vous avez ici en bas, c'est un tableau de post-it qui va correspondre au tableau qu'on utilise dans la méthode Scrum. Alors je vous propose d'en faire un petit tableau de post-it. Alors on va s'en faire un peu miniature. Le principe, on va tout simplement faire 3 colonnes. Ça, c'est la colonne to do. C'est la colonne où on va mettre les tâches à faire. Ça, c'est la colonne, on va l'appeler doing par exemple, ou ongoing. C'est les tâches qui sont en cours, qui sont démarrées mais qui ne sont pas terminées. Et puis ici, on va écrire les tâches done. Euh, et donc ça, ce sera les tâches qui seront terminées. Et puis ensuite, l'idée, c'est qu'on va avoir un post-it par tâche. On va venir coller comme ça. Dans un premier temps, bah, toutes les tâches sont à faire. Et puis quand je veux démarrer une tâche, je vais la mettre dans la colonne doing. Du coup, je travaille dessus et les gens savent que je suis en train de travailler dessus. Si quelqu'un d'autre veut bosser dessus, bah, il voit que la tâche n'est plus dans doing. Éventuellement, il y a certaines équipes qui se mettent un petit aimant ou un petit quelque chose pour dire qui est en train de travailler sur la tâche. Et puis voilà, on a 2 développeurs, ils vont chacun démarrer leur tâche. Et quand j'ai terminé, je viens prendre mon post-it et je le mets dans la colonne done. Évidemment, l'ensemble des tâches est terminé quand tout a migré dans la colonne done. On y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, alors qui s'intéresse à l'agilité? Pourquoi je vous fais un cours dessus? Est-ce que c'est un truc de vieux barbu ou est-ce que c'est un truc à la mode? Bah plutôt la deuxième option. Ça a été à un moment un truc bizarre quand on voyait les étudiants qui allaient en stage dans des entreprises qui faisaient de l'agilité, ils revenaient, on a fait des trucs bizarres, on a collé des post-it sur des tableaux, etc. Ils nous expliquaient ça avec beaucoup de surprises. Euh, Aujourd'hui, bah, la plupart des étudiants qui partent en stage reviennent, ils ont fait un truc qui ressemble à de l'agilité, pas forcément de l'agilité, mais c'est devenu quelque chose de très très courant. Donc un petit sondage qui a été fait récemment, qui nous dit que 95% des organisations utilisent l'agilité dans leur méthode de développement. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'ils l'ont toujours fait, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde le fait dans l'entreprise. Mais si on regarde, il y en a relativement peu qui s'y sont mis récemment et il y en a pas mal qui font ça depuis 1, 2, 3, voire 5 ans et plus. Et puis si on regarde donc la proportion des équipes qui sont agiles, donc il y a assez peu d'entreprises qui n'ont aucune équipe agile. Il y a finalement pas tant que ça d'entreprises qui ont toutes leurs équipes agiles, mais il y a pas mal de gens qui sont au milieu, qui ont trouvé que l'agilité, ça s'appliquait bien sur certaines équipes, pas forcément sur toutes. Et du coup, qui ont trouvé ce compromis-là. On va fixer un petit peu le vocabulaire. Alors, j'ai déjà dit, mais je réinsiste dessus, je fais des raccourcis grossiers sur la définition de tout ça. On pourrait faire un cours de 2 heures sur chacune des lignes de ce transparent. Mais en gros, juste pour que vous ayez le vocabulaire, Extreme Programming, qui est abrégé souvent XP, c'est une méthode qui est focalisée plutôt sur les pratiques de développement. Donc dans les pratiques qui sont très importantes pour Extreme Programming, il y a le fait de travailler en binôme et du coup de faire énormément de revues de code. Alors soit de la revue a posteriori, soit même plutôt du pair programming, c'est-à-dire qu'on va avoir un développeur qui code et l'autre qui regarde et qui corrige immédiatement. Et donc l'idée c'est que selon les équipes, il y a des gens qui arrivent en faisant du pair programming à se passer de la revue de code a posteriori. Il y en a d'autres qui considèrent qu'ils arrivent à aller vite en pair programming, mais que c'est une bonne chose d'avoir un troisième développeur qui vient relire le code derrière. Les tests, et en particulier les tests automatisés, les tests unitaires sont super importants dans Extreme Programming. Et puis c'est aussi l'idée qu'il va falloir essayer de découper le temps en petites itérations et essayer de faire des releases le plus régulièrement possible. Scrum, donc, dont on parle depuis un moment sans vraiment l'avoir abordé, le principe c'est qu'on va diviser pareil, on divise le temps en itérations, et à chaque fois on va faire un planning itération par itération. Et donc, en début d'itération, on décide de ce qu'on va mettre. On va appeler ça le backlog de l'itération. Et puis à la fin, en principe, le backlog, il est terminé.
Euh, et donc le truc vraiment emblématique de Scrum, c'est le tableau de post-it. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé de faire un tableau de post-it si on fait du Scrum, ni l'inverse, mais c'est vrai que c'est le premier truc auquel on pense en général visuellement. Kanban, c'est une version qui, vue de loin, ressemble à Scrum. C'est-à-dire que si vous regardez des développeurs Kanban, bah, ils ont aussi leur tableau de post-it, ils ont aussi leurs plusieurs colonnes, ils baladent des post-it de l'un à l'autre. Par contre, là, ça va plus loin que Scrum sur la gestion du temps, c'est-à-dire qu'on abandonne carrément la notion d'itération et on dit, au lieu d'avoir un projet qui faisait un début, une fin, on l'a découpé en morceaux, on avait plusieurs itérations qui avaient chacune un début et une fin. En fait, on va découper tellement fin qu'on n'a plus de notion de début et de fin de quelque chose, on va travailler en flow. Donc, les nouvelles fonctionnalités à faire, elles arrivent quand elles veulent en permanence. Et en fait, on va travailler tout le temps, bah, tous les jours, j'arrive, je prends une tâche, je la fais, je la passe dans Done quand j'ai terminé, etc. Avec quand même quelques règles du style la colonne du milieu, tâche en cours. En général, on se donne un nombre maximum de post-it qu'on a le droit de mettre dans cette colonne-là. Donc si vous avez envie de démarrer une nouvelle tâche en Kanban, si vous avez déjà trop de tâches qui sont démarrées, ça veut dire que vous êtes obligé d'abord de terminer une des tâches qui est en cours avant de pouvoir en entamer une nouvelle. Lean. Donc là, le principe, c'est éliminer le gaspillage. Lean, ce serait maigre hein, en français. Euh, on part à la chasse au gaspillage, on cherche tous les endroits où on dépense de l'argent ou du temps pour quelque chose qui n'est pas suffisamment productif. Euh, et donc, bah, en particulier, dans l'industrie, par exemple, une source de gaspillage, c'est d'avoir trop de stock et puis du coup de ne pas être sûr de pouvoir vendre ce qu'on a stocké. Une analogie avec le logiciel, c'est développer des fonctionnalités qui servent à rien, c'est du stock, c'est un truc qu'on a développé, qui nous a coûté du temps de développement, mais qui nous a encore rien rapporté du point de vue du client, que le client, il n'a pas encore utilisé cette fonctionnalité-là. Peut-être que ça lui servira un jour, peut-être pas. Maintenant, euh, ça fait partie des choses qu'on peut essayer d'éliminer, essayer de ne faire que les fonctionnalités qui sont vraiment nécessaires, essayer de ne pas faire de surplus pour se concentrer sur l'essentiel et du coup faire un logiciel qui est taillé sur mesure pour le client et qui lui coûte le moins cher possible. DevOps, donc Dev comme développeur, Ops comme Operationals, en gros administrateur système. Hein, et le principe de DevOps, c'est d'essayer de rassembler les deux. Dans un mode très traditionnel, et avec encore une fois mes excuses pour la caricature, on a un développeur qui écrit une application, et puis qui écrit un fichier, documentation d'installation de mon logiciel. Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper d'installer le logiciel. Donc typiquement, si on fait une appli web, par exemple, on va avoir un sysadmin qui va s'occuper d'installer un serveur web, d'installer les dépendances qui vont bien sur la machine, et puis d'installer l'application et de la mettre en route. Le principe du DevOps, ça va être d'essayer de rassembler ces deux métiers-là, de plus avoir quelqu'un qui écrit une application et qui se fiche de savoir comment elle est déployée, et quelqu'un qui déploie mais qui n'a pas forcément des compétences de développeur. On va essayer d'avoir des gens qui savent faire les deux, et du coup, le développeur, il va se mettre dans un contexte où, sur sa machine de développement, il a les mêmes outils qu'en production. On appelle ça des fois isoprod. J'ai la même chose sur ma machine de développement et en production. Par exemple, parce que ma machine de développement, elle utilise Docker et que j'ai cette espèce de petite machine virtuelle que je pourrais transporter et installer directement sur un serveur sans avoir besoin de modifier mon application. C'est un des outils dont on entend beaucoup parler quand il s'agit de DevOps. Les autres outils, c'est automatisation, automatisation, automatisation. On a déjà parlé d'intégration continue dans un des cours précédents. DevOps, c'est pousser l'intégration continue le plus loin possible. Et on peut aller jusqu'à dire, quand je fais un push sur le dépôt, ça passe les tests, ça déploie sur un serveur de qualification sur lequel un utilisateur va pouvoir vérifier si en termes de spécification ça lui convient. Et puis il n'y a quasiment rien à faire pour ensuite passer du serveur de qualification jusqu'au serveur de développement. Tout est automatisé et donc entre le moment où je commit quelque chose et le moment où c'est en prod, bah, il peut se passer de l'ordre de 24 heures par exemple. Ce qui serait pas tenable si on n'avait pas un bon outillage et un bon flow de développement pour arriver à ça. Alors, si on veut schématiser un petit peu la notion d'itération et les méthodes comme Scrum et Extreme Programming, en général, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir d'un côté ici ce qu'on appelle le backlog. Le backlog, c'est la liste des choses à faire. Le backlog produit, c'est la liste de tout ce qu'on a à faire pour le produit. On va prendre l'exemple du système de gestion de notes. Bah, il y a une des fonctionnalités ici, c'est je veux pouvoir saisir des notes en tant qu'enseignant.
Une autre fonctionnalité ici, c'est je veux pouvoir consulter mes notes en tant qu'étudiant. Une autre fonctionnalité ici, ce serait j'ai envie de pouvoir envoyer les notes dans Apogée parce que c'est ça qui va gérer les relevés de notes des étudiants et qui va gérer les jurys. Euh, à un moment, on va décider de démarrer une itération et on va prendre les premières fonctionnalités, au sens les plus prioritaires dans notre backlog produit. Donc par exemple, on va prendre ces trois-là, on va dire ces trois-là, elles font partie du sprint, et la quatrième, bah, ce sera pour le sprint suivant, on verra plus tard. Donc ici, on a le backlog de sprint, qui est l'ensemble des tâches que je dois réaliser pendant le sprint. Le sprint qui fait, donc ici on a mis 2 à 4 semaines, mais c'est vrai que la tendance est quand même vraiment aux itérations courtes. Quand j'écoute les étudiants qui reviennent de stage, il y en a beaucoup qui font des itérations d'une semaine ces dernières années. Euh, et donc le sprint, ça va consister à prendre tout ce qui est là et à transformer ça en une version livrable du logiciel. Bien sûr, on a des êtres humains, donc les êtres humains, ils travaillent aussi par cycle de 24 heures, hein, une journée. Bah en fait, au fil de la journée, il va se passer des choses, et puis en fait, bah, une fois qu'on aura les mains sur le clavier, on va avoir des cycles compile, exécute, debug, typiquement, qui peuvent aller jusqu'à quelques minutes. Un bon développeur, il va écrire un morceau de code, il est capable de le tester en quelques minutes. Les pratiques qu'on va mettre par-dessus ça, les pratiques et les principes. Donc, au niveau de l'ensemble du sprint, on va avoir un outil qui s'appelle le burn down, qui va être une courbe qui va descendre et qui va nous dire la liste des choses qui restent à faire. On va essayer de mesurer et qui vont nous dire bah, il reste beaucoup à faire, il reste pas beaucoup à faire, et puis quand il reste zéro, ça veut dire qu'on a terminé. La notion de user stories, on en a déjà parlé pendant le cours sur les spécifications, donc ça c'est quelque chose qui est très utilisé en Scrum. Euh, les post-it qui sont vraiment le truc emblématique. On parlait du cycle de 24 heures, bah, classiquement une journée de Scrum, ça commence par un stand-up ou une réunion qui va faire quelques minutes, hein, c'est de l'ordre de 15 minutes typiquement pour éviter de passer trop de temps tous les jours. Une réunion pendant laquelle on va se poser les questions qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je compte faire et qu'est-ce qui me bloque. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est typiquement qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière réunion, donc qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui, du coup bah, on va mettre les bons post-it dans la colonne doing, etc. Et puis qu'est-ce qui me bloque? Parce que si je suis bloqué sur quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut que je me fasse engueuler par mes coéquipiers, ça veut dire qu'il faut que je me fasse aider par mes coéquipiers. Et donc si je suis bloqué sur quelque chose, il faut que je le dise rapidement. Avec une échelle de temps beaucoup plus courte, au moment où j'ai les mains sur le clavier et où je vais chercher à être efficace, à aller vite, etc., on a des techniques comme la programmation par paire, où on va se mettre à dos devant une machine. La notion de refactoring qui est super importante. J'écris du code, il passe les tests, il répond bien aux spécifications, c'est parfait. Mais il n'est pas forcément aussi bien qu'il pourrait être du point de vue cohésion interne, et donc je vais faire du refactoring pour améliorer la cohésion interne de mon logiciel, pour que les prochaines itérations soient les plus efficaces possibles. Le TDD, on en a déjà parlé, l'intégration continue, on en a déjà parlé. Si on veut positionner à peu près Scrum et XP sur ce schéma-là, bah en gros, ce que dit Scrum, c'est tout ce qui se passe sur les itérations de l'ordre de quelques semaines jusqu'à la notion de journée. Par contre, Scrum vous dit pas grand chose sur qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez les mains sur le clavier. Et dans Extreme Programming, par contre, il y a beaucoup de conseils sur la manière vraiment de coder quand on est sur le développement, le test, etc. C'est évidemment très schématique. En pratique, il y a une intersection assez grande entre Scrum et XP. Donc on va passer à la partie sur Scrum en particulier. On va parler de l'organisation générale, des différents rôles, qui fait quoi dans Scrum, et puis des étapes d'une itération qu'on appellera un sprint dans la méthodologie Scrum. Donc Scrum, c'est une méthode, un ensemble de pratiques qui est prévu pour organiser une équipe de 7 plus ou moins 2 développeurs. Donc en gros, en dessous de 5, c'est pas forcément la peine de faire du Scrum. On peut utiliser des méthodes plus légères puisque quand on est que 2, 3, voire 4, l'équipe peut s'auto-organiser de façon beaucoup plus simple qu'en utilisant une méthodologie comme ça. Et Scrum n'est pas vraiment prévu en soi pour passer à l'échelle, donc si vous êtes plus que 9, probablement qu'il va falloir couper l'équipe en plusieurs sous-équipes et faire du Scrum dans chaque équipe, ou alors trouver autre chose qui passe mieux à l'échelle que Scrum. C'est clairement centré sur les interactions entre les êtres humains, à l'intérieur et à l'extérieur de l'équipe. Donc Scrum, ça veut dire la mêlée, hein, c'est le jargon des sports collectifs, en particulier du rugby qui est récupéré dans Scrum. C'est pas une coïncidence complète. Quand on discute avec des gens qui font du Scrum, ils disent qu'ils retrouvent une partie du feeling qu'ils ont quand ils font du sport en sport collectif.
Donc j'ai déjà dit plein de fois, hein, mais Scrum c'est vraiment centré sur la notion d'itération qu'on va appeler des sprints. Un sprint c'est quelques jours, donc de l'ordre d'une semaine, éventuellement un peu plus. C'est la méthodologie certainement la plus populaire aujourd'hui. Les différents rôles dans une équipe Scrum, on a le Product Owner qui est chargé de la discussion avec le client, et donc c'est lui qui est chargé de la spécification du produit. C'est lui la référence quand on se pose la question est-ce qu'il faut faire ça comme ceci ou comme cela, qu'est-ce qui va le mieux plaire au client, c'est le Product Owner qui fait référence. Donc le Product Owner, ça peut être carrément le client lui-même qui s'occupe d'interagir avec l'équipe. Souvent, ça va être un représentant du client, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est payé par l'entreprise qui gère cette équipe, mais qui va être en discussion très étroite avec le client externe. Le Scrum Master, c'est un facilitateur, c'est quelqu'un qui est là pour faire en sorte que ça se passe bien, qui est là pour faire en sorte que la méthodologie Scrum soit bien appliquée, ou qu'on décide de faire autre chose éventuellement si on estime qu'on a des bonnes raisons de faire autrement. C'est pas le chef, attention, le chef c'est celui qui donne les ordres, le Scrum Master il est vraiment là en tant que facilitateur, il peut suggérer des choses, mais il est plutôt là pour protéger l'équipe des sollicitations extérieures, pour, d'une manière générale, faire en sorte que ça se passe bien. Mais il n'a pas forcément de rôle d'autorité sur le reste de l'équipe. Et les développeurs, le rôle du développeur, c'est évidemment d'écrire du code au sens large, hein, ça inclut les tests, etc. Et puis de prendre les décisions techniques sur l'architecture du logiciel, sur comment on va faire les choses concrètement en pratique. Quand on a une idée de quelque chose à faire, il se passe pas mal de choses entre le moment où le client il a une idée, il se dit tiens, ce serait bien de faire ça, et puis le moment où ça y est, c'est parti en prod, c'est fini, et on a terminé d'implémenter tout ça. Donc première étape, le client a envie de quelque chose, il en parle au product owner, on se met d'accord sur comment on va le faire, sur éventuellement combien ça va coûter, et tout ça on va le formaliser, pas forcément sous la forme d'une spécification super détaillée, mais en général on va faire ça avec des user stories, avec des scénarios, des histoires utilisateurs. Une user story, c'est en tant que je souhaite afin de les trois sont importants. On va spécifier qui est l'acteur principal en tant que blablabla. Je veux, bah ensuite ça va être la fonctionnalité qu'on souhaite. Je veux pouvoir rentrer des notes dans mon système de gestion de notes. Et puis le afin de à la fin, on se force à le faire pour être sûr que les stories qu'on écrit, elles aient toujours de la valeur client. De temps en temps, on pourrait se dire, bah tiens, je voudrais, en tant que sysadmin, je voudrais avoir une base de données de type Oracle. Et puis si on se pose pas la question, mais pourquoi au fait, bah on risque de prendre des décisions sans avoir vraiment réfléchi à la valeur que ça avait. Donc à chaque fois qu'on a une user story, on réfléchit à la valeur client de cette user story avec la troisième petite partie afin de blablabla. Voilà, les user stories dans un premier temps, elles sont dans le backlog produit, le backlog, la liste des trucs à faire. Le product owner, il remplit le backlog avec des nouvelles choses, et les développeurs, ils vont vider progressivement le backlog en traitant les stories qui sont dedans. Au début de chaque itération, on va décider de ce qu'on met dans le backlog de sprint. Donc on va prendre les stories les plus prioritaires dans le backlog produit. On va estimer, on est capable d'en faire, on est capable d'en faire 4. On va prendre les 4 plus prioritaires et on les met dans le backlog de sprint. Ensuite, là, on va quand même réfléchir, découper un petit peu plus fin, découper ça en tâches techniques. Je reprends l'exemple de ma petite appli web avec une base de données, une API, du JavaScript et du HTML. Bah, probablement que pour chaque story, il va y avoir une tâche technique, rajouter une colonne ou une table dans la base de données, rajouter une entrée dans l'API web, rajouter un morceau de JavaScript qui va utiliser ça et faire la mise en forme de tout ça avec du HTML et du CSS. Et du coup, ma story, elle va se découper en plusieurs tâches techniques qui correspondent à tout ça. Évidemment, il y a les tâches test, les tâches documentation, et ainsi de suite. Ça, par contre, ça regarde l'équipe de développeurs. Le product owner, lui, il veut la story en tant qu'enseignant. Je veux pouvoir rentrer des notes à la fin de mon examen pour pouvoir les transmettre à la SCOL et que l'étudiant puisse avoir son diplôme. Il veut pas savoir s'il y a du JavaScript, du SQL ou des choses comme ça derrière. Les développeurs, par contre, ils vont s'occuper de découper ça en tâches techniques. Ensuite, chaque tâche technique va aller successivement de à faire, en cours, fait. Et puis quand toutes les tâches techniques d'une story sont faites, ça veut dire que la story elle est faite. Et quand toutes les stories sont faites, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin du sprint. À la fin du sprint, du coup, on peut faire une démo, au minimum devant le product owner, et puis pourquoi pas devant le vrai client, et puis pourquoi pas devant les autres équipes de l'entreprise qui vont pouvoir se mettre au courant de ce qui se passe avec ces démos de fin de sprint.
Euh, et puis, si tout s'est bien passé, la démo, elle est faite avec succès et on a écrit les tests au fur et à mesure et on a fait de la validation tout au fur et à mesure et du coup, on est prêt à faire une release. Alors, selon les équipes, la release, on va la faire, on va envoyer directement en production au fur et à mesure, on va envoyer en production à chaque fin de sprint, ou bien il y a des endroits où bah, à chaque fin de sprint, on va quand même avoir une deuxième équipe qui va prendre la main sur la validation et qui va continuer la validation avant de faire une release. Donc on ne fait pas nécessairement une release finale à chaque fin de sprint. En tout cas, on est arrivé à la fin du sprint, on a fait une démo, normalement on est content. On va voir si on est content ou pas avec une rétrospective. On se fait une petite réunion où on va discuter de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est mal passé. On va discuter des facteurs internes, des facteurs externes à l'équipe. On parle souvent de SWOT, Strengths, Weakness, Opportunity, Threats, les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. On peut réfléchir à ça de plein de façons différentes, il y a plein de façons de faire une rétrospective. Et en tout cas, quelque chose qui doit sortir de la rétrospective, c'est une liste des choses qu'il faut qu'on fasse mieux. Donc une liste de tâches pour le prochain sprint. Le sprint précédent, il y avait des gens qui étaient tout le temps en retard, c'était pas pratique pour faire les réunions le matin. Prochain sprint, on peut essayer de faire mieux. Ça, c'est pas vraiment une action. La notion de best effort, c'est pas quelque chose où on va pouvoir dire à la fin, on l'a fait, on l'a pas fait. Par contre, on peut dire, bah, celui qui arrive en retard, et bah, le lendemain, il apporte les croissants. C'est une action simple, hein. Ça, c'est clairement, c'est booléen, c'est fait ou c'est pas fait. Et puis on verra si cette petite sanction gentille de quand on arrive en retard, on apporte les croissants, on verra à la fin du sprint suivant si ça a suffi, ou si inversement les gens sont volontairement arrivés en retard parce qu'ils avaient envie de prendre des petits déjeuners un peu gourmands. Donc l'élément un peu central de l'organisation, ça va être le Scrum Board. C'est ce fameux tableau de post-it avec en général 3 colonnes, mais éventuellement un petit peu plus, hein. Ici, c'était une photo que j'ai faite avec des étudiants qui avaient une colonne à faire ici, qui avait une colonne en cours, et puis en fait, ils contribuaient à un logiciel libre, et du coup, quand eux, ils estimaient avoir terminé, en fait, c'était pas nécessairement terminé, puisqu'ils envoyaient à la revue ici, et quand la revue était faite, en général, ils avaient à nouveau des choses à faire, et donc ça passait pas tout de suite dans fini. On voit que ce tableau, il est découpé en morceaux. J'ai les stories qui sont ici sur ma colonne de gauche. Et puis pour cette story-là, j'ai plusieurs tâches techniques ici. Pour cette story-là, j'ai plusieurs tâches techniques. On peut voir que les étudiants, ils n'ont pas vraiment bossé dans l'ordre, puisque ça, c'était la story qui était la plus prioritaire en haut, et celle-là, elle est à peine démarrée. Et par contre, la story qui était la moins prioritaire ici, bah, c'est une story sur laquelle ils ont bien avancé. Entre parenthèses, vous voyez que je peux dire des choses sur l'organisation de l'équipe là, juste en regardant la tête des post-it. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort avec un tableau de post-it. Si vous prenez quelqu'un qui est expérimenté en Scrum, il rentre dans une pièce de travail d'une équipe Scrum, il regarde au mur et il peut vous dire des choses pertinentes sur la façon dont s'organise l'équipe. Donc ce Scrum Board, bah, traditionnellement, il est fait avec des post-it et il est physique, il est accroché au mur. Il peut tout à fait être virtuel aussi. Les issues GitLab, par exemple, c'est une façon de faire un Scrum Board. C'est même tellement une façon de faire un Scrum Board qu'on a un onglet quelque part dans les issues GitLab qui permettent d'avoir cette disposition en plusieurs colonnes. Et du coup, au lieu de déplacer un post-it, on va faire un drag and drop, on va attraper l'issue qui est dans la colonne to do, et puis on va la mettre dans la colonne doing, par exemple. On a pareil avec les issues sur GitHub, et puis il y a des outils qui sont spécialisés, comme Trello par exemple, hein, qui sont spécialisés dans la disposition sous forme de tableau de post-it pour des systèmes virtuels qui vont s'utiliser en ligne sur Internet. Les systèmes virtuels informatiques, ça a plein d'avantages. C'est plus traçable. Si vous avez une base de données derrière qui va se souvenir de qu'est-ce qui a été déplacé quand, etc. On peut l'utiliser avec du télétravail, avec des équipes multilocalisées. On peut tout à fait avoir une équipe en France, une demi-équipe en France, une demi-équipe en Inde. Et vous allez avoir un développeur français qui déplace un post-it et hop, c'est visible directement depuis le site indien. Donc c'est super pratique pour plein de choses comme ça. Euh, Ça a aussi plein d'inconvénients, le côté virtuel. En fait, moi, quand j'ai fait des projets avec des étudiants en Scrum et que j'ai dit, bon, on va coller des post-it au mur, etc., j'ai quelques collègues qui m'ont dit, mais c'est has-been, quoi. Alors, on n'était pas en 2020 à l'époque, mais pourquoi on s'embête encore avec des trucs papier? En fait, si, moi, j'aimais bien les post-it papier. Le post-it, alors déjà, c'est petit. C'est une unité d'information, le post-it. On écrit avec un gros stylo dessus. Et du coup, si le texte rentre pas dans un post-it, on va le découper en plusieurs post-it. Et donc, juste la disposition physique en post-it par rapport à un champ texte dans une interface web,
elle limite la quantité d'infos qu'on peut mettre, et du coup elle nous oblige à découper très fin. Après, il y a des gens qui trouvent que, ok, ils aiment bien avoir une description très concise, mais ils ont envie aussi d'avoir de la traçabilité et de l'historique. Bah, dans ces cas-là, il y a un système très simple, hein. Vous prenez le post-it, et puis en bas du post-it, vous écrivez un petit numéro, qui se trouve être le numéro du bug dans GitLab, par exemple. Et à ce moment-là, bah, vous avez la traçabilité dans un truc virtuel, mais vous avez aussi le tableau de post-it physique, et le lien de l'un à l'autre, c'est simplement que sur le post-it, c'est un petit numéro dessus. Le tableau de post-it physique, il est toujours accroché au mur. Donc, vous pouvez juste pas prétendre que vous avez oublié que ça existait. Le tableau de post-it virtuel, c'est sans doute un onglet de votre navigateur qui est caché au milieu des 250 onglets ouverts, et puis peut-être que vous avez oublié d'y aller depuis un moment, ou alors il vous a inondé de notifications par mail et vous en avez vu tellement que vous avez décidé d'arrêter de les lire ou des choses comme ça. Le fait d'avoir quelque chose qui est visible en permanence, vraiment, on travaille et on ne peut pas prétendre que ça n'existe pas. Le fait qu'il n'y ait pas d'accès distant, alors c'est une limitation clairement quand on veut faire du télétravail ou quand on a des équipes multilocalisées. Par contre, c'est aussi une fonctionnalité. Vous avez la salle des développeurs avec le Scrum Board accroché au mur. Si votre N plus 1, N plus 2, qui ne fait pas directement partie de l'équipe, mais qui est le chef de projet qui chapeaute plusieurs équipes, a envie de savoir ce qui se passe dans ces équipes, bah, plutôt que d'essayer de faire des statistiques, d'avoir un gros tableau virtuel qui va comparer les équipes, etc., ce qu'il est obligé de faire, c'est qu'il est obligé de se déplacer pour aller dans la salle des développeurs. Moi, j'ai vécu ça donc en tant qu'enseignant avec des étudiants. Les étudiants, ils avaient leur tableau physique et moi j'étais au labo et j'étais à 5 minutes de vélo de la salle dans laquelle ils étaient. Bah, je pouvais interagir par mail avec les étudiants, mais si j'avais envie de savoir où ils en étaient dans leur projet, je me déplaçais, je rentrais dans la salle et je voyais à peu près instantanément, en regardant au mur, où est-ce qu'ils en étaient dans leur avancée. Le tableau de post-it physique, il est remarquablement flexible. Si vous voulez rajouter une colonne dans un tableau de post-it, il n'y a pas de question de qui a les droits sur la base de données de bidule, est-ce qu'il y a une configuration du logiciel, qui, etc. Si vous avez envie de rajouter une colonne, vous prenez un feutre et hop, vous tracez votre colonne. Euh, et puis, bah, il y a une espèce de méta-argument, c'est que le plaisir d'attraper un post-it et de le mettre dans Done et de dire ça y est, c'est fait, bah, c'est quand même une satisfaction qu'on aime bien avoir et qui est pas tout à fait la même quand on appuie sur le post-it pour le coller dans la colonne Done ou quand on le fait dans une interface virtuelle. Alors, les différents rôles d'une équipe Scrum, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais détailler un peu plus. Le Product Owner, son rôle, c'est de discuter des spécifications. Il doit absolument comprendre le besoin client. Ce qui veut dire que des fois, c'est pas forcément un informaticien. L'idéal, c'est quelqu'un qui a la double compétence. On fait des logiciels pour la chimie, bah, le mec, s'il est à la fois chimiste et informaticien, c'est parfait. Maintenant, si on a le choix entre un chimiste et un informaticien, peut-être que le chimiste sera un meilleur choix. Euh, alors pourquoi on a un product owner et pourquoi on ne demande pas au client d'aller directement taper sur l'épaule du développeur? Parce que le développeur, faut qu'il soit focus sur son travail, faut qu'il puisse bosser et on a besoin d'éviter aussi les changements de contexte de la part du développeur, toutes les distractions extérieures. Donc le product owner, c'est le point d'entrée de l'équipe et le client, il va parler à une personne et il va pas aller parler directement au développeur en général. Euh, mais donc l'idée, c'est vraiment pas de cacher les informations, c'est vraiment servir d'intermédiaire et fluidifier les communications. Il ne prend pas de décision technique. Remplacer la technologie X par la technologie Y, si c'est un choix interne d'architecture, c'est pas au PO de décider. Par contre, le PO, il peut dire, bah là, votre système de gestion de notes, il utilise un système de base de données qui passe pas à l'échelle, et donc je peux pas avoir plus de 10 enseignants qui saisissent leurs notes, et moi, il se trouve que j'ai 500 enseignants qui veulent saisir leurs notes en parallèle au moment des jurys. Donc, il faut que ça passe mieux à l'échelle, et il peut souffler à l'équipe que peut-être qu'en changeant de moteur de base de données, ça marcherait mieux. Par contre, c'est pas à lui de prendre la décision. Euh, donc l'équipe peut tout à fait décider, ah bah, en fait, effectivement, la technologie Y, c'est le meilleur moyen de mieux passer à l'échelle, et du coup, on va faire ça parce qu'on a un besoin de passage à l'échelle sur ce projet. Le product owner, il décide de qu'est-ce qui doit être fait, il décide aussi de qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. Du coup, qu'est-ce qui est prioritaire, ça va avoir un impact sur qu'est-ce qu'on fait en premier. Les développeurs peuvent être tentés de dire on va faire ça en premier parce que c'est le plus facile, ou on va faire ça en premier parce qu'on en aura besoin pour la suite, etc. L'idée d'une équipe Scrum, c'est qu'on va éviter déjà de se laisser tenter par la facilité,
Donc, s'il y a un truc qui est facile, mais qui n'est pas important pour le client, ben, on va pas forcément le faire en premier. Et puis, il faut qu'on fasse ça parce qu'on s'en servira plus tard. Ça veut dire qu'on a des dépendances entre les différentes stories. Et dans la mesure du possible, on essaye d'avoir des architectures où il y a le moins possible de dépendances et où du coup, les développeurs ne devraient pas avoir à dire bah, j'ai besoin de ça pour faire ça de toute façon. Euh, Ça, c'est évidemment dans un monde idéal, ça marche pas toujours aussi bien que ça. Donc le product owner, il discute avec le client d'un côté, et puis il va discuter avec son équipe, et en début de sprint, il va négocier avec les développeurs qu'est-ce qu'on est capable de faire. Il peut arriver à la planification de sprint en disant moi je voudrais qu'on fasse ça, ça et ça. Les développeurs lui disent no way, ça fait trop, on n'y arrivera pas. Si tu nous demandes de faire ça, on sera obligé de bâcler le travail, et du coup on aura un résultat qui ne sera pas de bonne qualité. Euh, le product owner peut dire bah oui mais là c'est vraiment prioritaire donc ok bâcler les choses. En général il ne le fera pas parce qu'en général dans une équipe Scrum on transige pas sur la qualité. S'il y a quelque chose qu'on n'est pas capable de faire dans les temps, bah on en fera moins, mais on va plutôt jouer sur le périmètre de ce qu'on va faire plutôt que sur la qualité du résultat. Sinon on sait qu'on va le payer très cher. Et donc, bah, on va négocier. Ok, j'en enlève une. Est-ce que ça passe mieux si on met que les trois stories les plus prioritaires? Pourquoi pas? Ok, on se met d'accord avec les développeurs. Et à la fin de cette planification, on est d'accord sur le backlog de sprint. Et du coup, ce backlog de sprint, il a été négocié et on s'est mis d'accord dessus et on ne le change pas pendant le sprint. Si le client arrive avec un besoin qui est urgent et dit moi il me faut absolument ça vite, maintenant, tout de suite, on pourrait se dire bah ok, on enlève une story du sprint et puis on en met une autre à la place parce que finalement c'est celle-là qui est la plus prioritaire. Mais l'idée, c'est que vu qu'on fait des itérations courtes, bah ça, c'est pas la peine. Parce que si on a décidé le lundi de ce qu'on allait faire et que le vendredi, on est capable de faire une release, le client qui arrive avec un truc super urgent le mardi, bah, on va lui dire, écoute, tu peux attendre lundi prochain, on le mettra à la planification de lundi prochain. Et puis si vraiment le client il a besoin d'un feedback dans la journée, bah, ça veut peut-être dire que Scrum c'était pas la meilleure méthode et que du coup il faudrait passer à un système où on est capable de réagir encore plus vite que Scrum. Les équipiers, les développeurs, donc le rôle certainement le plus important dans Scrum, parce que c'est quand même les gens qui font le boulot à la fin, le boulot de développement, je veux dire, hein, c'est pas que les autres ne bossent pas. Donc le rôle des équipiers, c'est de développer le produit, ça inclut le développement, le debug, le test, pourquoi pas la documentation, etc. Et un truc qu'on cherche avec Scrum, c'est la propriété collective du code. J'avais parlé du départ d'un développeur d'une équipe, et la mauvaise situation, c'est j'ai 5 développeurs, j'ai 5 modules dans mon code, et chacun est responsable d'un module, et en fait personne n'est capable d'intervenir sur les modules des autres. Alors ça c'est une situation qui est assez catastrophique, parce que quand vous avez quelqu'un qui part, vous avez un module qui est plus maintenable. Le stéréotype vraiment du truc à éviter, c'est le module qui a été développé par un stagiaire, le stagiaire est parti, on n'a plus de moyen de le contacter, bah, il peut arriver qu'on soit obligé de redévelopper complètement ce module parce qu'en fait, quand on regarde le code du stagiaire, finalement, il avait l'air de marcher, mais personne n'est capable d'intervenir dessus. Donc ça veut dire que les gens, ils peuvent avoir des compétences différentes. Il y a des gens qui peuvent être meilleurs en test, il y a des gens qui peuvent être meilleurs en back-end, il y a des gens qui peuvent être meilleurs en front-end. Mais il faut éviter de se surspécialiser. Et donc, il y a un mec qui est très fort en back-end, mais il va faire du pair programming avec quelqu'un qui est très fort en front-end. Et du coup, bah, le mec qui est très fort en front-end, il va quand même intervenir un peu sur le back-end parce qu'il pair programme avec quelqu'un qui est fort en back-end et vice-versa. Et ce qui fait que progressivement, bah, les gens ils vont monter en compétences sur un petit peu tous les domaines. Ils peuvent garder leur spécialisation au sens où ils vont garder leurs points forts, mais il ne devrait pas y avoir d'endroits où les gens ne sont pas capables d'intervenir. Alors ça, évidemment, c'est un idéal qu'on n'arrive pas toujours à avoir. Que tout le monde soit capable d'intervenir partout, on n'y arrive pas forcément. Mais quelque chose qu'on peut se fixer comme objectif au minimum, c'est d'avoir minimum 2 personnes qui sont capables d'intervenir sur n'importe quelle partie du code. Ça, même sans parler du départ d'un développeur, juste machin est en vacances, il y a un trou de sécurité dans mon appli, et ben on attend que le bonhomme rentre de vacances, ça c'est un scénario qui est difficilement acceptable. Les équipiers, ils vont aussi dire si les stories elles sont difficiles ou pas. Le product owner, lui, il dit est-ce qu'elles sont prioritaires ou pas. Les équipiers, ils vont dire ah bah ça c'est très difficile, ça c'est très facile. Éventuellement, ça peut changer un peu la notion de priorité. Je pourrais avoir un truc qui était hyper prioritaire, mais si je me rends compte qu'en fait il me faut 6 mois de travail pour arriver à l'avoir, peut-être qu'on va se dire finalement c'est pas si prioritaire que ça parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus rentables. Donc cette estimation, on peut la faire de plein de façons différentes.
Alors, si on était en projet traditionnel, ben, on estimerait tout en personnes jour ou des choses comme ça, des unités bien physiques clairement identifiables. En général, les équipes Scrum, elles n'utilisent pas la personne jour ou des choses comme ça, elles utilisent un truc qu'on appelle le story point. Un story point, la définition d'un story point, c'est que bah, deux story points, c'est à peu près deux fois plus dur à faire qu'un seul story point. Ou en tout cas, deux, on est sûr que c'est plus que un. Et puis 3 on est sûr que c'est plus que 2 etc. Donc il y a des équipes qui étalonnent un story point égale à peu près une personne jour, mais l'idée c'est que si on se met à travailler de plus en plus vite, si on est de plus en plus efficace, bah, du coup une personne jour ça va représenter de plus en plus de travail. Par contre, un story point c'est un truc qui va rester constant dans l'équipe. Une tâche qu'aurait fait un story point sur le sprint précédent, si on est devenu super plus rapide au sprint suivant, et ben ça fait toujours un story point. Par contre, on sera capable de faire plus de story points en un sprint. Si je compte mes tâches en personnes jour et que je dis un sprint égale une semaine, ben je ne vais pas pouvoir augmenter le nombre de personnes jour que je mets dans une semaine. Par contre, si je travaille vite, je vais pouvoir augmenter le nombre de story points que je mets dans une semaine. Donc il y a des gens qui étalonnent ça sur un story point, c'est à peu près une personne jour au début du projet, et puis après on verra comment ça évolue. Il y a des gens qui disent un story point c'est un truc facile, et puis ensuite on va voir ce que c'est deux, on va voir ce que c'est trois, etc. Et en fait, du coup, il n'y a pas de définition universelle de combien c'est un story point. Et donc, si vous êtes le N plus 2 qui gère plusieurs équipes, qu'il y a une équipe qui a abattu 40 story points pendant un sprint et l'autre qui en a abattu 53, vous pouvez pas en déduire que l'équipe qui a fait 53 points, elle va plus vite que l'équipe qui en a fait 40. Et c'est plutôt une bonne propriété, ça évite les dérives sur je vais faire des stats et je vais essayer de comparer quelle équipe va le plus vite, etc. On ne compte pas en quantité de story points pour essayer de se comparer, les équipes ont chacune leur définition. Quand on estime, bah, on va estimer 1, 3, 5, 9, etc. Story point. Et puis si on estime que celle-là, elle en fait 250, bah, probablement que c'est que la story elle est trop grosse. Et du coup, on va la découper en plusieurs petites stories. Donc on va demander au PO. Ça, en fait, non, c'est pas une story. C'est un gros truc, mais c'est pas une story. On va le découper en plusieurs stories. Un outil qu'on peut utiliser pour ça, ça va être le planning poker. Alors j'ai pas mes cartes de planning poker sur moi, je suis désolé, j'enregistre la vidéo et je suis chez moi et mes cartes de planning poker sont au labo. Mais par contre, ce que j'ai, c'est une petite appli mobile. Donc un planning poker, on peut faire ça comme ça, mais ça aurait pu être des cartes physiques comme des cartes à jouer, hein, cartes de tarot ou de ce que vous voulez. Donc vous voyez qu'ici, je peux miser 0, 1,5, 1, 2, 3, 5. On a en général la suite de Fibonacci à peu près, histoire d'éviter de débattre sur est-ce que cette story elle fait 20, 21 ou 23. Si c'est à peu près 20, on va mettre 20. Si c'est beaucoup plus que 20, on va mettre 40. Et si c'est beaucoup moins de 20, on va mettre 13 par exemple. Donc comment je joue au planning poker? Faut imaginer qu'on est toute l'équipe ici. On va dire qu'on est 7 développeurs par exemple. Le PO dit, alors moi j'ai une story, c'est je voudrais que l'enseignant soit capable de rentrer les notes. À combien est-ce que vous l'estimez en points? Donc moi ce que je vais faire, c'est que secrètement, je vais miser, je vais appuyer sur un de ces boutons, hop, et je vais te dire ça fait, voilà, moi j'ai mon idée de ce que ça fait. Les autres développeurs vont voter aussi, et puis on va compter un, 2, 3, hop, et chacun révèle sa carte. Ce qui peut se passer, c'est que tout le monde a misé 13. Bah, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est tous d'accord, c'est bon, la story elle vaut 13. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y en a 3 qui ont mis 13, il y en a 2 qui ont mis 8, et puis il y en a un qui a mis 20. À ce moment-là, on discute 2 minutes, ouais, bon, bah ça va, on va mettre 13, c'est parti pour 13. Et puis ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y en a un qui a mis 1 et l'autre qui a mis 20. Alors à ce moment-là, il y a un vrai désaccord. Peut-être que celui qui a dit que c'était 1, en fait, il a juste pas compris la spécification, et que du coup, il a largement sous-estimé le travail. Et là, à ce moment-là, on discute avec le PO, et en fait, l'intérêt, quand on n'est pas d'accord, ça déclenche une discussion, et cette discussion, en général, elle est intéressante. Et inversement, quand on est tous d'accord, ça déclenche pas de discussion, probablement parce que finalement, la discussion aurait pas été si intéressante que ça. Alors ensuite, pourquoi on s'embête avec cette histoire de planning poker, avec des cartes, pourquoi est-ce qu'on mise en cachant et qu'ensuite on révèle? Bah ça, c'est pour éviter l'effet du premier qui parle. Si moi dans ma tête je me dis où ce truc il va être super dur, je vois pas du tout comment on va s'y prendre, je commence dans ma tête à réfléchir est-ce que je vais miser 20 ou 40, et puis il y a le gros boss technique de l'équipe qui fait trop facile, moi je fais ça en 10 minutes, je mets 1. Bah du coup moi je vais avoir limite honte de pas savoir comment m'y prendre et je vais dire ah bon allez je vais faire un pas dans sa direction, je vais peut-être miser 8, 5 et du coup je vais me laisser influencer par ce qu'il a dit. Là, chacun mise de son côté, et du coup, bah, le petit timide du groupe,
Quand il révèle sa carte, s'il n'est pas d'accord avec les autres, il doit s'expliquer. Et du coup, c'est une manière de mieux répartir la parole que juste de laisser les gens parler ou de laisser le premier s'exprimer et du coup d'avoir un très gros biais sur le premier qui s'exprime. Le rôle de l'équipe, ensuite, ça va être, étant donné une story, de la découper en tâches techniques. Donc typiquement, écrire le bout de HTML, le bout de CSS, rajouter une entrée dans la base de données, etc. Ça, ce sera plutôt les tâches techniques. Dernier rôle dans l'équipe Scrum, le Scrum Master. Donc je l'ai déjà dit, c'est un facilitateur. Alors pour caricaturer un petit peu la différence entre un chef et un facilitateur, le chef, quand il est parti en vacances, il n'est pas là, l'équipe elle est contente, elle est pleine de liberté. Le facilitateur, quand il part en vacances, il n'est pas là, l'équipe n'est pas contente parce qu'elle travaille moins bien quand le facilitateur n'est pas là. Je stéréotype un petit peu. Ça doit être quelqu'un qui est expérimenté en gestion d'équipe et ou en Scrum. Ça peut être un développeur, ça peut ne pas l'être. On a des équipes où le Scrum Master, c'est simplement un développeur qui passe un certain pourcentage de son temps à être Scrum Master et le reste du temps, il code. Il y a des endroits où le Scrum Master, il est Scrum Master pour plusieurs équipes, et du coup, si mettons qu'on considère que Scrum Master c'est un boulot à 30%, bah, le Scrum Master va pouvoir gérer 3 équipes, par exemple. Et donc son but, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde travaille dans des bonnes conditions. Il travaille pour l'équipe, et c'est pas l'inverse, c'est pas l'équipe qui travaille pour le Scrum Master. Voilà, on va maintenant dérouler les étapes d'un sprint. Donc les étapes d'un sprint, c'est on planifie au début, ensuite on fait le développement, une démo, une rétrospective, et puis quand on a terminé, on revient à la première étape. Alors je vous propose d'illustrer ça sur un petit calendrier. On va considérer qu'on a des sprints d'une semaine, et du coup, bah, le planning, ça va être lundi, mardi, mercredi, vendredi. On va se mettre la pause du midi, là on a le matin, là on a l'après-midi. Et donc ici, on démarre la semaine avec le planning. Donc le planning, c'est une réunion qui a lieu en début de sprint avec toute l'équipe et le PO, qui dure une poignée d'heures, et qui va être préparée par le product owner. Donc le product owner, il arrive avec son backlog produit qui a été trié par priorité. Alors on peut faire ça sur un petit exemple. On va se mettre dans la peau du product owner. Le product owner, il réfléchit. On est toujours sur un système de gestion de notes, par exemple. Et on va avoir une story, c'est la saisie de notes. Une story, c'est la consultation. Une story, c'est la modification. Et puis on va avoir l'envoi des bulletins, par exemple. Voilà, alors évidemment, mes stories ici, elles sont un petit peu simplifiées. Il aurait fallu, en tant que blablabla, je souhaite blablabla, afin de blablabla. Ça aurait été un petit peu plus lourd à faire. Que va faire le product owner? Il va trier ses stories par ordre de priorité. Donc il peut se dire que par exemple, bah, la priorité c'est quand même la saisie, puisque tant qu'on ne peut pas saisir de notes, on ne peut pas faire grand-chose. Ensuite, bah, il va se dire la modification de notes c'est quand même très important parce que l'enseignant qui ne peut pas modifier ses notes, il ne sera pas content. Il faut que l'étudiant puisse consulter et ensuite il faut pouvoir faire un envoi par la scolarité. Donc, notre product owner, il va arriver à sa réunion de planification de sprint avec son backlog produit qui est trié comme ça. Il demande aux équipiers d'évaluer tout ça. Donc là, on fait un planning poker et on se rend compte que la saisie, elle coûte 5, que la modification, elle coûte 13, que la consultation, elle coûte 3 et que l'envoi par la scolarité coûte 20. On sait par expérience du précédent sprint que dans un sprint, bah, on est capable de faire une dizaine de story points. Donc là, le product owner, il dit, bah quand même, on va pas s'arrêter à saisie ici. Donc clairement, on va pas faire 5 story points alors qu'on est capable d'en envoyer 10. Moi, j'aimerais bien quand même que vous réduisiez un petit peu la story modification pour que ça puisse rentrer dans le sprint. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que les équipiers vont dire, bah oui, effectivement, on a été un peu pessimiste, mais en fait, on est largement capable de faire, tous les points. On va se surcharger un petit peu, on va se surcharger à 18 alors que d'habitude on fait 10. C'est probablement pas une bonne idée. Donc là, on a plusieurs choix. On peut se dire, bah, on va découper cette story modification en plusieurs. Modification, ça peut être une super interface qui permet de modifier la totalité des notes dans une feuille de tableur, ou bien ça pourrait être tout simplement un petit formulaire tout simple qui permet de modifier juste une note. Alors du coup, bah, à ce moment-là, hop, on va changer ça et on va mettre modification d'une note. Et puis on refait un coup de planning poker, et là on se rend compte que la modification d'une note, bah, maintenant elle coûte plus que 5. Et du coup, à ce moment-là, bah, c'est parti, on a 2 stories,
et on considère que ça, ce sera dans le backlog du prochain sprint. Notre backlog de sprint, il est ici. On peut aussi dire, on revient sur notre version avec modification qui est à 13, et on se rend compte que en fait, finalement, modification, ça avait l'air prioritaire, mais ça, quand même, ça mérite pas les 13 ici. Donc finalement, c'est moins prioritaire maintenant qu'on sait que les équipiers trouvent ça dur. Et donc, on va remonter la consultation de notes au-dessus. Hop. Et du coup, si on sait qu'on est capable de faire 10, là, on va couper naturellement ici. Et puis, soit on va laisser un petit peu de marge aux équipiers et on leur dit, bon, on fait un sprint à 8, et du coup, ça vous laissera un petit peu de temps pour faire du refactoring. Ou alors, on va peut-être se glisser une petite story en plus. Donc ici, on va trouver, j'ai pas d'inspiration pour trouver une story, mais quelque chose qui va coûter 2 ici. Donc en résumé, la planif de sprint, elle a été préparée par le PO, qui est arrivé avec son backlog trié par priorité. Les équipiers ont évalué en story point les premières stories. On sait par expérience qu'en un sprint, on est capable de faire un certain nombre de points, et donc on s'arrête quand la somme des story points est à peu près égale au nombre de points qu'on est capable de faire d'habitude. Et puis le genre de discussion qu'on peut avoir, c'est l'équipe qui évalue un certain nombre de points, le PO qui éventuellement essaie de négocier, mais les équipiers qui lui rappellent que c'est pas son boulot de discuter sur est-ce qu'une story est difficile ou pas. Par contre, le PO, il peut tout à fait changer la priorité ou splitter des stories. Après, le PO, il peut dire, en fait, la story, je vais la changer, je vais changer le périmètre de la story, et du coup, on va en faire une plus petite qui va coûter moins de points. Et l'équipe peut dire oui, par exemple, on peut faire une interface utilisateur qui est pas bien finie, mais on finit la logique business, et ça, on est capable de le faire pour 20 points. Ok, d'accord, je split en deux. La super interface graphique bien léchée, bien jolie, on la fera au prochain sprint. À la fin de la planif de sprint, les équipiers découpent les stories en tâches techniques. En général, on évalue aussi les tâches techniques, et là, des fois, on se permet de le faire en nombre d'heures de travail. Il y en a certains qui découpent le nombre de story points de la story, ça c'est un petit peu comme au choix de l'équipe. Et là, du coup, on est prêt pour se faire un beau Scrum Board. Donc, on va revenir sur notre petit exemple. Hop, on récupère notre backlog de sprint, et puis le backlog produit, on le garde pour plus tard. Et donc, ce que je n'avais pas fait sur mon premier brouillon de Scrum Board, c'est d'indiquer ici les stories. Et donc, les stories, on a dit qu'on mettait la saisie la plus prioritaire, et ensuite la consultation. Hop. Et puis éventuellement, on pourrait continuer avec d'autres stories derrière. Et donc là, les équipiers vont découper ça en tâches techniques. Hop, hop, hop. Et donc ici, on va avoir user interface et puis backend, par exemple. Et puis pareil ici. Et puis des tâches techniques ici, on n'a pas décidé de ce qu'on allait mettre ici. Je peux réévaluer ça, alors si je l'estime en story point, peut-être que l'interface utilisateur ce sera 2 et que le backend ce sera 3, que ici ce sera 1 et que ici ce sera 2. Par exemple, je mets des choses complètement arbitraires. Une fois qu'on a fait ça, on va initialiser le burn down. Alors le burn down, qu'est-ce que c'est? Le burn down, c'est un graphique comme ça, où on va avoir ici les jours de la semaine, les jours du sprint, et le reste à faire. Donc, aujourd'hui, on est le premier jour du sprint, et donc on a compté ici qu'il nous restait 10 story points. Alors on peut le compter en story point ici, on peut le compter en heures. Il me semble que dans la méthode Scrum originale, on compte ça en heures. Moi, par exemple, dans les projets que j'ai fait avec des étudiants, je trouvais ça plus pratique de compter ici en story point. Il y a des équipes qui font des choix différents. Et donc l'idée, c'est que normalement, on devrait arriver ici à la fin du sprint avec 0 de reste à faire, puisque si on s'est bien organisé, à la fin du sprint, on aura terminé. Donc cette diagonale ici, c'est notre théorie. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que le burn down? Le même sous forme de transparent, hein. On a le temps qui reste et le travail qui reste. Normalement, ça devrait faire une courbe qui descend comme ça. Et puis en pratique, chaque jour, on va positionner un point sur le burn down. Et donc on va typiquement avoir quelque chose comme ça. Et là, on va se dire, oups, on n'avance pas aussi vite que prévu. Donc là, c'est un bon moyen, dès le deuxième ou troisième jour du sprint, de se rendre compte qu'on est déjà un petit peu en retard. Contrairement au système, ouais, on n'a pas estimé, mais ça va passer, ça va passer. Le premier et le deuxième jour, on se la coule douce, et puis on fait une nuit blanche la veille de la deadline.
Voilà, donc ça va baisser, éventuellement ça peut remonter si on se rend compte que les choses étaient plus difficiles que prévu, et en théorie on devrait arriver à quelque chose comme ça. Donc, on place un point chaque jour. C'est un outil qui est assez efficace pour faire du planning à moyen terme. Ça va pas nous donner le planning à long terme. Si aujourd'hui je demande ce qui va se passer dans 3 mois, le burn down ne répond pas du tout à cette question-là. Par contre, il répond assez bien à la question est-ce qu'on est en retard ou pas? Et du coup, ça permet de se donner une pression constante et raisonnable, une pression qu'on est capable de tenir sur la durée. Donc typiquement, pas la nuit blanche de veille de deadline, mais pas non plus le ouais cool, on est dans les temps, je suis sûr que ça va passer. On compte le travail qui reste à faire, pas le travail qui est déjà fait. Pourquoi? Pour une raison très simple, si j'ai estimé la tâche à 7 au départ et que j'ai fait 5, je pourrais me dire, bah, du coup, soustraction, 7 moins 2, 7 moins 5 égale 2, il reste 2 à faire. Mais en fait, pas forcément, parce que peut-être qu'on a déjà fait 5 points, mais qu'on se rend compte qu'il y avait une tâche technique qu'on avait oubliée, et que du coup, en fait, le reste à faire, c'est pas parce que j'ai fait la quantité de travail que j'estimais pour une tâche que j'ai forcément terminé. Donc normalement, le burn down, c'est quand même une courbe qui descend, mais en théorie, ça peut arriver que ça remonte. Checklist à la fin du sprint planning. Est-ce que le planning est prêt? Est-ce que on a notre Scrum board qui est bien initialisé? Donc est-ce que les stories ont toutes été évaluées? Est-ce qu'elles ont toutes été divisées en tâches techniques? Est-ce que le burn down est initialisé avec son premier point? Est-ce que tout ça est bien clairement affiché au mur? Et ben si c'est le cas, c'est parti, à vos marques, prêt, et on code. Le sprint, donc là, on va être sur, bah, mettons que notre planif, elle ait pris la moitié de la matinée, le sprint, il va être là, hein, tous les jours, jusqu'à la fin de la semaine. Et donc là, le seul objectif qu'on se donne, c'est d'écrire le meilleur logiciel possible. Euh, alors, c'est pas spécifié par Scrum exactement comment on s'y prend, mais assez souvent on fait du pair programming, on fait du test driven, on fait de l'intégration continue très souvent dans une équipe Scrum. Un principe assez fort, c'est pas de compromis sur la qualité. Si on fait des compromis sur la qualité, on sait que c'est de la dette technique. Cette story, elle coûte trop, mais on va la faire à l'arrache. On sait qu'on va le payer très fort la semaine suivante. Euh, un daily scrum, donc une petite réunion tous les matins. Donc typiquement, on va avoir des daily scrum là, 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 où on va se poser les questions, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je compte faire et qu'est-ce qui me bloque. Et puis tout ça est organisé de façon à garder une pression sur l'équipe qui soit suffisante mais raisonnable. On a envie d'être motivé pour bosser, mais on n'a pas envie de se mettre en sur-régime, ce qui serait implicitement un compromis sur la qualité. Un développeur qui travaille 80 heures par semaine, c'est probablement un développeur qui écrit du mauvais code. Donc le Daily Scrum qu'on va faire typiquement tous les matins, c'est une toute petite réunion. En général, on la timebox à 15 minutes, éventuellement un coup de compte minute, et quand le compte minute sonne, on s'arrête de toute façon. On appelle souvent ça stand-up parce qu'on la fait debout. Si vous faites une réunion avec tout le monde autour d'une table, bah, en général, les gens vont finir par sortir leur laptop et faire autre chose pendant qu'il y a un bonhomme qui parle et que personne n'écoute. Donc le fait d'être debout, ça permet d'être focalisé sur la discussion et de ne pas faire autre chose. Éventuellement, ce qu'on peut avoir dans la main, c'est son café, typiquement si on le fait le matin. On l'a fait devant le Scrum Board et c'est encore une bonne raison pour être debout. Et c'est aussi une bonne raison pour avoir un Scrum Board physique plutôt que d'avoir un truc affiché sur un petit écran de laptop. Et donc les 3 questions dont j'ai déjà parlé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je compte faire, qu'est-ce qui me bloque, sous-entendu, est-ce que j'ai besoin d'aide? Euh, Timeboxer, alors qu'est-ce qui se passe s'il y a un mec qui était au milieu d'une phrase et qu'on arrive à la fin des 15 minutes? Alors déjà, on peut essayer d'éviter ça. Le Scrum Master peut tout à fait dire ah bah là tu es en train de parler un petit peu longtemps, c'est super intéressant, mais on est en train de passer un peu trop technique. Est-ce qu'on pourrait continuer ça offline? Il y a 2 personnes que ça intéresse, mais pas forcément le reste de l'équipe. Donc faites-vous une petite réunion sur ce point-là en particulier. Et puis le Scrum Master, il peut aussi dire bah fini, on a passé les 15 minutes, donc bah aujourd'hui la réunion s'est mal passée parce qu'on n'a pas dit tout ce qu'on avait à dire, donc demain on va essayer d'être plus rapide pour que chacun ait le temps de parler. Cette petite réunion, c'est aussi le moment de dire sur la première réunion, bah moi je vais faire ça, et puis j'ai un collègue qui va faire plutôt ça. Et puis au fur et à mesure, les tâches vont avancer et on va se retrouver dans des situations comme ça. Et puis, bah, au Daily Scrum, je dis que bah, moi j'ai terminé le back-end, on est d'accord, on le passe dans terminé.
Quand j'ai terminé ça, je peux mettre à jour mon burn down, et là je me rends compte que dans le reste à faire, il y a 3 de moins, et du coup je vais mettre un point qui va être 3 en dessous, et donc je vais avoir quelque chose comme ça. Et puis peut-être que demain, j'aurai terminé l'interface utilisateur, du coup je serai descendu de 1 point, et puis peut-être que le surlendemain, j'aurai mis suffisamment de points et que je serai descendu ici. Alors ce déplacement de post-it, je vais quand même revenir dessus, parce qu'il ne s'agit pas juste de décoller et de recoller un post-it, ça a pas mal d'implications. Alors déjà, quand je passe de la colonne to do à la colonne ongoing, déjà, attention, vos problèmes, ils sont dans la colonne ongoing. Vos problèmes, ils sont là. Tout ce qui est dans to do, c'est des choses qui n'existent pas encore. Des choses qui n'existent pas encore, ça ne peut pas vous poser problème, puisque ça n'existe pas. Les choses qui sont dans done, done, ça veut vraiment dire fini. Ça veut dire on ne reviendra pas dessus. Ça veut pas juste dire ouais, j'ai écrit le code, j'ai l'impression que ça marche, ça devrait bien se passer. Ça veut dire j'ai fait tout ce que je pouvais pour vérifier que tout était fini et que je reviendrai pas dessus. Donc ce qui est dans done, c'est pas votre problème puisque ça a été validé et du coup par construction il devrait plus y avoir de bugs dedans, ou en tout cas très très peu. Donc vos problèmes ils sont ici. Donc plus vous avez de post-it au milieu, si vous avez un tableau de post-it qui ressemble à ça, hop hop hop, là vous avez beaucoup de problèmes puisque vous avez beaucoup de choses dans la colonne doing. Donc, comment est-ce qu'on fait pour limiter les choses qui sont en cours ici? Quand j'ai des choses en cours, ma priorité, c'est de les passer dans la colonne done. Et passer des choses de la colonne to do à la colonne doing, ça veut dire que je m'engage à faire ce que j'ai commencé. Donc, une règle classique, c'est de limiter le nombre de post-it qu'on a ici. On peut dire, par exemple, j'ai pas le droit d'en avoir plus de 4. Et donc, si j'en ai déjà 4 et que j'ai envie de commencer le back-end, je brûle d'envie de commencer le back-end, mais n'empêche qu'il va falloir que je termine d'abord l'interface utilisateur de la saisie avant de commencer le back-end de la consultation. Deuxième action importante, passer de ongoing à done. Donc là, on a vraiment, je l'ai déjà dit, on a une définition très stricte, et la notion de 95% fini, ça n'existe pas. Fini, c'est fini. Ça veut dire implémenter, tester, il reste vraiment rien à faire. 95% fini, ça veut rien dire, parce que de toute façon, les 5% qui restent, on ne sait pas combien de temps ils vont prendre. Donc en général, quand vous avez quelqu'un qui vous dit ça c'est à 95% fini, en général, c'est pas 5% qui reste. Il y a un os, et l'os, il reste dans les 5% du travail qui reste, loi de Murphy oblige. Voilà, on peut rajouter aussi des colonnes, hein, on peut tout à fait dire que entre doing et done, on va rajouter une colonne review par exemple, ou donc ça peut être une deuxième revue de code, ou ça peut être qualification. C'est-à-dire si c'est un site web, par exemple, je peux déployer le site web sur un serveur qui va être privé, qui va être accessible juste pour le PO. Le PO, il peut faire son test en se mettant uniquement dans la peau de l'utilisateur et dire, moi je trouve que le site web il est joli, je trouve qu'il est fonctionnel, je trouve qu'il est ergonomique, donc c'est parti. Ou alors j'ai des remarques à faire et du coup, là éventuellement on peut avoir des allers-retours entre ces deux colonnes-là. Par contre, quand ça passe dans Done, là on est vraiment sur un système à sens unique. Fin du sprint. J'arrive donc à la fin de ma semaine. Donc ici, on va avoir la démo. Et donc la démo, on l'a fait devant le client. On ne montre pas du code. Et regarde comme mon code est intelligent, etc. Ça n'est pas une démo. Regarde comme mes fichiers de log sont jolis. A priori, ça n'est pas une démo. On se met vraiment dans le client le PO dans le rôle du client qui veut voir de la valeur client. Euh, alors pourquoi on s'oblige à faire des démos régulièrement? Bon, déjà pour avoir du feedback, et puis aussi parce que ça encourage les impléments de bout en bout. On reprend l'exemple de l'interface web. Si vous faites d'abord toute la base de données, après vous finissez tout le back-end autour de la base de données, puis après vous faites le front-end, vous n'avez rien à démontrer jusqu'à 2 tiers du projet par exemple. Si vous devez faire une démo toutes les semaines, ça vous oblige à faire du travail de bout en bout, back-end, front-end, toutes les couches sont codées, et du coup ça vous oblige à faire de l'intégration de votre application le plus tôt possible. Vous êtes sur un système d'application web avec des sprints d'une semaine. À la fin de la première semaine, vous avez mis en place un framework, vous avez en gros un Hello World, vous avez déjà une idée de votre architecture. Et puis à la fin de la deuxième semaine, vous commencez à avoir des toutes petites fonctionnalités qui sont a priori pas grand-chose, mais vous avez des choses à montrer, et du coup, implicitement, ça veut dire que vous avez une architecture qui tient la route, puisque vous êtes capable d'avoir une implème de bout en bout. Les démos, on peut les faire devant le client, on peut les faire devant les autres équipes. Si on a plusieurs équipes d'une entreprise qui travaillent sur des sous-systèmes, c'est un très bon moyen de véhiculer l'information, de dire on va se fixer une demi-journée, éventuellement moins, de démos une fois par semaine, une fois toutes les 15 jours, et on montre ce qui se passe à tous les autres. C'est un bon moyen aussi d'être fier de votre travail.
Juste, j'ai commité un truc, j'ai fait un push, c'est cool, mais quelque part, il y a un moment où vous avez envie d'être content de vous, et vous avez raison d'avoir envie d'être content de vous, et le fait de faire une démo devant plein de monde, c'est un bon moyen de faire ça. Ça, moi, je l'ai pas vécu en entreprise, mais je l'ai vécu avec des étudiants. On avait plusieurs équipes qui travaillaient dans la même pièce, qui travaillaient sur des projets différents. Bah, une fois par semaine, on se faisait une démo. Donc, du coup, vu que c'était une fois par semaine, on avait fixé des démos très très courtes. Mais chaque équipe pouvait montrer ce qu'elle avait fait aux autres équipes. Et du coup, bah, ça entretenait l'ambiance aussi dans la salle de travail. C'est un bon moyen d'avoir du feedback. Pour la prochaine planif de sprint, le feedback de la démo est super importante. Et puis là, le PO, il va dire les stories, je les valide ou je les valide pas. Donc, on arrive à la démo, bah, logiquement, tous mes post-it devraient être dans les dernières colonnes. Hop. Et donc, bah, là, le PO l'a saisi, check, c'est bon, on l'a faite. Et la consultation, bah, en fait, non, c'était mal compris, mais consultation, certainement pas. Ce qu'on a fait là, c'est pas ce que j'avais demandé. Donc, celle-là, je vous la valide pas. Et je la remets dans le backlog produit. Et bah, je me laisse la possibilité de vous la resservir à la prochaine planification. À la fin de tout ça, du coup, je peux compter le nombre de story points qui sont dans les stories validées. On va dire que celle-là est validée aussi. Du coup, à ce sprint, j'ai été capable de faire 7 story points. Au prochain sprint, bah, du coup, il faudra que je planifie à peu près 7 story points, peut-être un petit peu plus, parce qu'on sait qu'en réalité, j'ai fait un petit peu plus que ce 7. Mais par contre, je ne peux pas considérer la story qui n'est pas validée comme étant vraiment faite. Normalement, évidemment, mon truc qui n'est pas validé ici, c'est quelque chose qui n'est pas censé arriver, vu que je me suis donné comme définition de fait quelque chose qui est vraiment fait, donc le jour de la démo, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. La rétrospective. Donc la rétrospective, elle se place juste après la démonstration, rétrospective ici. La démo, elle se fait avec le client. La rétrospective, c'est vraiment un événement interne à l'équipe. Donc là, le client, les autres équipes, etc., on ne veut pas les voir puisqu'on veut pouvoir parler éventuellement des choses qui fâchent. Et donc c'est quelque chose qu'on a envie de faire vraiment en privé. Donc là aussi, une petite réunion. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'on peut faire mieux? En général, on conseille de faire ça en plusieurs phases. Une première phase vraiment brainstorming très très libre, où on va récolter de l'information. Tout le monde dit un peu tout ce qui lui passe par la tête. Là aussi, le post-it est très souvent utilisé, donc les gens vont avoir un paquet de post-it, un feutre devant eux. Ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent. On discute, etc. Et puis après, on va essayer de commencer à organiser un peu tout ça. En général, on fait sortir des nouvelles idées quand on commence à chercher à organiser les choses. Donc une possibilité, c'est un tableau à 2 colonnes, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Une autre possibilité, c'est le SWOT, ça c'est nos forces, ça c'est nos faiblesses, ça c'est les choses qui nous, les opportunités et menaces. Donc les choses qui sont internes à l'équipe, les choses qui sont externes à l'équipe, et puis les choses qui nous ont permis d'avancer, les choses qui nous ont pas vraiment permis d'avancer. Euh, Voilà, on termine avec des décisions pour le sprint suivant parce que enfin, ce serait une erreur de faire une rétrospective en s'arrêtant juste sur est-ce qu'on est content, est-ce qu'on n'est pas content. Ouais, ça nous a gêné, c'était pas bien. On est tous d'accord, c'était pas bien. Et si on décide pas de ce qu'on va faire pour que ça aille mieux la prochaine fois, bah au sprint d'après, il y a de bonnes chances pour qu'on ressorte la même chose et qu'on dise ah c'était vraiment pas bien, c'était vraiment pas bien. Donc juste broyer du noir en disant que les choses étaient pas bien, ça suffit pas. On est vraiment dans un processus amélioration continue. Le mot amélioration est vraiment très très important dans Scrum et continue parce qu'on cherche à le faire tout le temps. Euh, on sort avec une liste de décisions pour le sprint suivant. Et moi je conseille de sortir avec une checklist. On va dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et puis on met une case à cocher devant. Et à la fin du sprint suivant, on verra si on a coché toutes les cases. Donc ça, c'est un petit exemple de rétrospective. Là aussi, c'était fait avec des étudiants sur des projets. Et donc, vous voyez qu'on a le to-do en cours fini, comme d'habitude, sur la gauche. Et puis ici, les étudiants avaient simplement fait une colonne good, une colonne bad. Euh, et puis ensuite, on a des décisions qui ont été prises. On a dit à la fin du sprint 1, voilà toutes les décisions qu'on a prises. Et puis à la fin du sprint 1, pendant le sprint 2, du coup, on a pu mettre des checks dans les cases. Et par contre, celui-là, il n'a pas été fait. Et puis là, on est en cours de sprint 3. Et du coup, les décisions qu'on avait prises ici, elles n'ont pas encore été complètement appliquées. Amélioration continue, amélioration continue, amélioration continue. À la fin d'une rétrospective, on cherche toujours qu'est-ce qu'on pourra faire la prochaine fois. Donc une autre façon d'organiser les choses, c'est qu'est-ce qu'il faut garder ici. Ici, alors on a plus la totalité, mais ici c'était plus 2, moins 2.
et puis arrêter ici. Donc ça, c'est les choses qu'il faut commencer, qu'il faut garder, les choses qu'on fait et qu'il faudrait garder, les choses qu'on fait pas encore qu'il faudrait faire. Ça, c'est les choses qu'on faisait mais qu'il faut plus faire. Et puis ça, c'est les choses qu'il faut euh, en- améliorer en réduisant ou en augmentant. Célébrer tout ça, ça je vous laisse faire, vous savez faire, allez prendre une bonne bière et puis décontracter un petit peu avant de partir en week-end. Et puis on recommence pour le sprint d'après, lundi suivant, une planif de sprint, etc., etc. Donc en résumé, planif de sprint, développement, des meetings tous les jours, une démo, une rétrospective et on recommence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais c'est pas la fin du cours. On se revoit la prochaine fois pour parler d'évolution de méthode et d'autres méthodes que Scrum qui sont apparues récemment. J'ai un petit espoir au moment où j'écris cette vidéo de pouvoir faire la prochaine séance en présentiel. On verra si c'est le cas ou pas. En tout cas, il y aura aussi une présentation d'un intervenant extérieur qui vous parlera de comment est-ce que lui, il applique de l'agilité pour le passage à l'échelle, donc en quoi Scrum lui suffit pas et en quoi il a besoin de plus que ça. Je vais vous dire merci et à très bientôt.